Je m'appelle Léa Vaza, je suis adjointe à la maire du 10e arrondissement de Paris. Je travaille sur les questions de climat, d'économie sociale et solidaire et de handicap. Et j'ai été élue en 2014, voilà, et je suis donc dans le groupe écologiste en arrondissement, pas au Conseil de Paris. Et par ailleurs, j'ai commencé à militer sur les questions de mal-logement dans des collectifs qui s'appellent Jeudi Noir. Et donc je suis aussi militante dans les squats et les milieux autogérés. Oui, c'est important qu'il y ait des gens qui ne soient pas formés à la politique, qui soient sur les listes électorales, ou qui en tout cas soient dans l'institution, parce que ça apporte toujours un point de vue différent, une certaine fraîcheur aussi en fait sur l'exercice du mandat. Et forcément, moi quand je suis arrivée à la mairie du 10e arrondissement, j'avais jamais fait de politique partisane, j'avais pas milité, j'avais pas fait Sciences Po, des choses comme ça. Et du coup, je suis arrivée aussi avec un regard un peu frais sur les choses. Et du coup, ça permet de faire un espèce de rapport d'étonnement en fait. Donc quand on se penche sur un dossier ou sur une situation, on ne sait pas que ça fonctionne d'une certaine façon, donc automatiquement on met un peu les pieds dans le plat et on déverrouille, en tout cas sans vouloir, on fait différemment. Donc ça apporte quelque chose d'un peu nouveau dans la pratique. Après, je ne dirais pas que dans une équipe municipale, il faudrait, ou dans une équipe politique à différentes échelles, qu'il faudrait que des personnes qui n'aient jamais fait ça, parce que c'est un équilibre aussi à trouver entre de l'expérience, une expertise sur certains sujets, une bonne connaissance du territoire ou de son secteur d'activité, et de la fraîcheur et une vision aussi et une envie d'enfoncer des portes. Et voilà, donc il faut quand même un équilibre, mais ça me paraît important de faire l'effort de toujours se renouveler et d'aller chercher en dehors de sa zone de confort militante et politique des personnes qui peuvent aussi vous challenger, je suis désolée pour le mot anglais, et vous pousser un peu dans vos retranchements. Dans le 10e arrondissement, il y a régulièrement des bâtiments qui sont occupés par des artistes, par des gens qui sont dans des situations de précarité. Et en fait, d'en venir, ça m'a permis d'avoir tout simplement une autre approche de l'institution vis-à-vis de ces lieux-là, de me déplacer sur place, d'être en contact direct avec les luttes et de les soutenir, et de pouvoir faire le lien et des fois la traduction aussi en fait entre la réalité du terrain et l'intérieur de l'institution, parce qu'en fait c'est des mondes qui, même s'ils ne sont pas forcément en désaccord, mais ils ne se comprennent pas forcément, parce que ce n'est pas les mêmes personnes, pas les mêmes parcours, pas les mêmes mots, pas les mêmes problème en fait. Donc du coup déjà il faut faire la traduction et ensuite il faut aussi pousser un peu parce que des fois il y a aussi des questions d'inertie et de mauvaise volonté. Et donc de venir de ce milieu-là m'a permis de pousser des dossiers, de faire le lien. Par exemple, il y avait un bâtiment qui était occupé dans le nord du 10e arrondissement. Il aurait pu se faire expulser très rapidement et le bâtiment aurait pu rester vide pendant un moment. Et continuer sa vie de bâtiment privé et devenir quelque chose qui soit commercial. Et parce que j'étais plus à l'aise, j'ai pu y aller, comprendre la situation et permettre à ce que ce bâtiment soit pas expulsé rapidement, racheté, et ça va devenir du logement social et une ressourcerie. La première raison, c'est parce qu'ils ont une expertise vraiment de citoyens usagers, on va dire. Quand on retravaille un quartier, l'urbanisme, on implante des commerces, quand on transforme un endroit, évidemment, les premiers concernés, c'est ceux qui y vivent, ou en tout cas ceux qui en ont un usage, donc qui passent par là, qui y travaillent, qui ont des activités. Souvent, la participation des citoyens est utilisée comme un outil pour favoriser l'acceptabilité des projets. Donc en fait, on a ficelé un grand projet, plus ou moins grand, et puis après on demande aux habitants la couleur ou l'emplacement de l'objet. Voilà. Donc c'est un peu accessoire et c'est surtout destiné à faire en sorte que les gens se l'approprient, mais dans les grandes lignes, quoi. Donc, en fait, il manque quand même souvent une phase de conception à la base, en fait, et même que l'initiative puisse venir des habitants, quartier par quartier. C'est pas encore quelque chose qu'on sait vraiment faire. Il y a aussi à la fois un défaut de culture, on va dire, chez les élus et dans l'institution et les services
qui sont pas formés pour ça et qui n'ont pas l'habitude de fonctionner comme ça. C'est eux les élus, donc eux ils savent, ils ont un programme et ils ont été élus pour ça et donc ils vont le réaliser. Et au fil des dysfonctionnements qu'ils constatent dans leur mandat, ils vont transformer un petit quartier. Voilà. Mais et il y a aussi donc, il y a les élus et l'institution qui a ce défaut-là, mais il y a aussi des habitants qui n'ont pas particulièrement conscience conscience de leur pouvoir de citoyen ou l'habitude militante, on va dire, de se dire qu'en fait, c'est pas parce que les choses sont comme ça qu'elles ne peuvent pas être autrement. Et c'est difficile de prendre conscience qu'on a un pouvoir d'initiative et qu'on peut vraiment pas seulement proposer de changer les choses, mais aussi en fait des fois le faire, quoi, tout simplement. Juste pour vous donner un exemple, il n'y a pas si longtemps, j'étais dans un conseil de quartier d'un quartier populaire du 10e arrondissement auquel je suis très attachée et que je connais pas mal maintenant. Et en fait, il y a une idée qui a émergé, quelqu'un qui enrageait un peu qu'on n'ait jamais eu l'initiative de refaire ce square pour enfants qui était plein à craquer et qui n'était jamais agrandi. Il dit, mais que fait la mairie? J'ai dit, mais vous n'avez pas besoin de l'autorisation de la mairie, en fait, pour lancer un mouvement autour de ce square-là, pour discuter avec les habitants et pour faire une proposition d'extension et tout. Pourquoi vous attendez que ça vienne de la mairie? En fait, à aucun moment, ça faisait longtemps, lui, que ça lui travaillait, et à aucun moment, il s'est senti la légitimité d'aller chercher, d'aller mobiliser, d'aller faire la proposition et tout. Il s'est dit, forcément, ça doit tomber de la mairie, l'initiative doit venir de la mairie, et il ne s'est pas senti en fait légitime à proposer, à faire remonter les choses. Et c'est cette culture-là qui nous manque beaucoup en fait et qu'il faut réapprendre parce qu'on l'a eu un moment, je pense. Mais dans les grandes villes, c'est sûr qu'elle est perdue depuis longtemps. Dans les grandes villes, il y a une obligation de créer, d'avoir des conseils de quartier qui sont des structures en fait, dont la forme et le fonctionnement varient en fait, de quartier en quartier, mais qui est en gros un regroupement d'habitants qui ont la possibilité de proposer des projets et de discuter, de débattre de la vie locale. Et ces conseils de quartier sont dotés d'un budget qui est le budget de la mairie, un budget municipal, mais ils ont a priori liberté de l'utiliser pour de l'investissement et du fonctionnement. Et c'est donc des outils qui sont assez précieux, c'est quand même 8 000 € d'investissement chaque année, qui sont reportés, bref, il y a des conseils de quartier qui sont assez riches aujourd'hui, en tout cas dans le 10e arrondissement, qui ont du mal à dépenser cet argent-là. Et voilà, donc c'est quand même des endroits dans lesquels les habitants pourraient faire c'est un peu flou, mais c'est des endroits de démocratie participative locale qui ne sont pas si vivants que ça, en tout cas ça dépend des endroits, en tout cas qui mériteraient d'être réinvestis massivement avec des volontés vraiment de transformer le quartier, de débattre réellement et d'être proactif sur son quartier. C'est pas simplement un endroit où on vient pour râler ou pour demander à la mairie d'eux ou interpeller les élus. C'est vraiment un endroit, je pense, dont il faut se ressaisir pour avancer ensemble. Et ça peut être des premiers espaces vraiment de démocratie, j'allais dire démocratie participative, mais en fait ça est tellement dévoyé que, on va dire, de fabrication, d'autogestion, on va dire, des biens communs, quoi, de l'espace public, des problématiques qui nous concernent toutes et tous à l'échelle d'un quartier. Il y a des outils aussi institutionnels qui existent. Par exemple, à Paris, il y a un droit de pétition. À partir de 5 000 signatures de Parisiens ou Parisiennes, vous pouvez imposer un sujet à l'ordre du jour du Conseil de Paris. C'est un outil qui est absolument pas utilisé, alors que 5 000 signatures, on le fait quand même rapidement. Il y a aussi des conseils d'arrondissement dans lesquels vous pouvez intervenir en tant que collectif d'habitants ou conseil de quartier ou association pour poser une question aux conseillers. Et donc en général, vous avez une réponse en direct. Voilà. Vous pouvez aussi saisir des élus et des groupes politiques dans vos conseils municipaux qui peuvent déposer des questions ou des vœux qui appellent à une réponse non engageante, mais une réponse tout de même. Donc vous pouvez avoir sur des dossiers qui sont un peu opaques ou sur des choses qui peuvent être conflictuelles, vous pouvez avoir déjà des positionnements qui peuvent vous aider à avancer sur certains dossiers. Chaque commune, communauté d'agglo, intercommunalité, métropole a l'obligation de disposer d'un plan climat.
Donc c'est un schéma directeur qui s'applique ensuite à toutes les directions de cette collectivité, le logement, l'urbanisme, les transports, et qui donne des grands objectifs et des grandes modalités d'action, on va dire, sur les enjeux climatiques. Normalement, dans ce schéma-là, dans ce plan climat-là, il y a aussi une partie qui est consacrée au suivi. Donc vous avez, si vous le consultez, vous savez quels sont les indicateurs qui sont développés et comment est-ce que la collectivité doit faire le suivi. Donc vous pouvez regarder et spécifiquement dans votre collectivité comment suivre ça, où est-ce qu'ils en sont à peu près. Enfin en tout cas, normalement, ça se base aussi sur un bilan. Donc vous pouvez au moins vous baser sur ces éléments-là et demander à ce que ce suivi soit réalisé si vous n'en voyez pas, si vous ne le trouvez pas ou s'il n'est pas fait. Il faut vous appuyer sur ce qui est écrit là-dedans. Par ailleurs, au moment de l'élaboration de ce document-là, il y a une consultation obligatoire. Donc à un moment, normalement, il est soumis à votre avis. Ça ne veut pas dire qu'on doit prendre votre avis en compte, ça veut juste dire que vous pouvez déposer votre avis. Malheureusement, comme dans beaucoup des consultations publiques sur les grands dossiers, les grands projets ou les schémas comme celui-ci, ils sont rarement pris en compte, il faut vous en dire ce qui est. Mais en tout cas, ça vous permet d'avoir officiellement voilà, votre proposition ou votre avis. Et puis, malheureusement, sur les enjeux climatiques, en fait, la gouvernance reste complètement à inventer. Il n'y a pas d'instance officielle qui existe pour assurer la participation des habitants ou faire un suivi chiffré. Voilà, il faut créer ces outils-là. À Paris, c'est en cours de réflexion. Il y a des comités d'habitants qui sont en train de se mettre en place. Dans le 10e, il y a un groupe qui s'appelle le Collectif citoyen pour le climat. Mais c'est vraiment inventé. Et là, je vous conseille de vous rapprocher du collectif Alternative Territoriale, qui est un collectif qui rassemble le réseau Action Climat et Alternatiba. Dans beaucoup de collectivités, je ne saurais pas vous dire combien, partout en France, il y a des groupes locaux qui sont formés au suivi et à l'accompagnement de ces plans climat. Et il y en a même qui vont, comme à Marseille, jusqu'à proposer 300 actions pour une métropole plus écolo et sur tous les domaines d'activité. Donc ça peut être, voilà, ces instances-là sont les prémices de la gouvernance des enjeux climatiques du futur, mais vraiment, ça va passer beaucoup par les communes et par l'échelle territoriale locale, parce que c'est en prise avec le quotidien des habitants, parce qu'on peut lier les enjeux globaux avec la réalité locale, mais ça reste complètement inventé, c'est ce qui va se passer dans ce prochain mandat-là. Donc soyez créatifs, des choses à faire.